Oui, bonsoir Pierre. J'ai une question extrêmement indiscrète. Tu as droit à un joker. Quel âge as-tu? Et bravo, bravo pour ce dynamisme. Merci. Bah écoutez, je suis sur ma bientôt 76e année. Voilà. Merci beaucoup. Alors, bon. Moi je suis du Burkina Faso. Ah. Voilà. Et j'aurais voulu faire un petit témoignage aussi et poser une toute petite question. J'ai connu le projet que vous avez eu en 97 et en 87. 87. J'avais 17 ans et on était les tout premiers qui devaient être formés par rapport à votre projet. Oui. Mais j'ai eu l'occasion d'être formé quelques années en 96 avec le même projet transformé maintenant avec ce qui n'était pas dans celui que vous avez monté. Donc en moderne, projet moderne. Donc j'ai été formé en agriculteur moderne dont vous avez parlé tout à l'heure avec les pesticides, l'engrais. Donc ça c'est vraiment... Mais dans le projet, nous avons été mobilisés en tant qu'agriculteurs semi-modernes où on va utiliser un peu les machines, on va utiliser un peu les pesticides, mais ça ne sera pas comme dans les autres pays. Ok. Bon, j'ai eu cette chance. Maintenant, ma petite question est que quel reste du Burkina Faso pour vous aujourd'hui? Ben, je pense que si Le Pen me met à la porte, j'irai au Burkina Faso. Ouais. Ouais. C'est devenu véritablement une patrie parce que j'y ai vécu des moments difficiles, mais des moments exaltants, et qu'on n'a pas l'intention du tout d'abandonner, puisqu'en ce moment, nous sommes en train d'aller encore plus loin. Nous venons de créer un fonds de dotation pour collecter les moyens, pour donner à l'agroécologie, qui a été déjà expérimentée dans sa valeur, beaucoup plus d'ampleur. Donc, comme j'ai beaucoup d'amis élèves au Burkina Faso, le Burkina Faso fait partie en quelque sorte des pays dans lesquels on veut relancer le programme, l'élargir, et à des fins de transmettre des solutions dont on a vérifié qu'elles étaient puissantes et qu'elles étaient crédibles. Pas seulement au Burkina, parce qu'on travaille aussi au Maroc, on a un projet important au Maroc, j'ai travaillé en Palestine, j'ai travaillé au sud de la Tunisie, Niger, Mali, etc. Malheureusement, ces zones-là sont un petit peu instables et névralgiques en ce moment, mais le Burkina Faso reste le pays dans lequel j'ai donné beaucoup, avec, je dois bien spécifier, avec l'association compagnie aérienne Point Mulhouse, qui existait à l'époque, qui est devenue maintenant Point Afrique. Je suis toujours en grande amitié avec le complice et fondateur du Point Mulhouse, parce que c'est grâce à eux. Et ils avaient en fait, pour la petite histoire du Burkina Faso, j'ai été appelé évidemment par un Burkinabé qui est venu au nom du gouvernement et qui m'a demandé d'intervenir auprès des CFJA, des centres de formation des jeunes agriculteurs. Le travail s'étant beaucoup développé, il a fallu essayer d'aller plus loin. Et il se trouve qu'il y a cette compagnie miraculeuse qu'on appelait le Point Mulhouse, qui était partie d'une association loi 1901 d'Alsaciens, qui ont fini par acquérir des avions pour désenclaver les pays tellement pauvres qu'ils ne peuvent pas avoir de compagnie aérienne. Donc ils ont fait cela, ce qui a amené un flux très important de touristes, parce qu'à des tarifs qui sont très accessibles à tout le monde. D'abord, les Africains pouvaient se rendre dans leur famille sans se ruiner, et puis les gens, les Européens, disant à ce tarif-là, moi je vais faire un tour au Burkina. Donc il y a eu un flux de touristes assez important. Se poser la question, mais où les loger? Parce qu'on n'a pas les infrastructures pour. Le Point Mulhouse avait décidé de créer
une structure dans la zone du nord, semi-aride, donc la plus difficile, pour drainer, sous la forme d'un campement hôtelier, pour drainer les touristes vers ces lieux-là pour les irriguer, si on peut dire économiquement. Et du coup, ils n'ont pas été prudents par rapport aux responsables qu'ils ont mis à la tête de ces structures. Ça tournait un peu au Club Med, etc., au milieu de populations qui meurent de faim. Ils ont tout stoppé et une amie qui travaillait chez eux a dit mais pourquoi ne pas voir avec Pierre Rabhi s'il a quelque chose à proposer. Et c'est pour ça que quand ils sont venus me voir, j'aurais dit d'accord, vous drainez des touristes, mais il faut encore s'occuper de ce qui est durable, parce que le tourisme c'est volatile. Hein, d'ailleurs on le voit aujourd'hui avec les pays qui ne reçoivent plus de touristes. Et donc j'ai dit, ce campement hôtelier que vous avez créé qui dysfonctionne, on ajoute un centre de formation à l'agroécologie, et comme vous n'attendez pas de retour financier, le campement hôtelier reçoit des touristes et l'argent produit par le campement hôtelier nous aide à former les paysans. Et c'est comme ça qu'on a créé, on a regroupé en quelque sorte le centre de formation avec l'accueil. J'ai rédigé un ouvrage là-dessus qui s'appelle L'offrande au crépuscule, qui a été présenté au ministère de l'Agriculture parce qu'on a fait la description en quelque sorte de cette capacité que peut avoir le tourisme à être positif, l'agriculture écologique à être positive, etc. Ce livre a été primé par le ministère de l'Agriculture français et il constitue, si vous voulez, le témoignage selon lequel, dans la démarche agroécologique, il ne faut pas reléguer le tourisme. Le tourisme, il faut le transformer en connaissance des autres, c'est-à-dire aller voir les autres, mais dans la solidarité. Et c'est comme ça qu'on a donc influé d'une façon assez importante sur le pays. Ensuite, Thomas Sankara, assassiné, me convoque pour me dire l'agroécologie doit être politique nationale. Thomas Sankara, assassiné, je me retire et je crée le CIEPAD avec des amis, bien entendu. Et aujourd'hui, on a une multitude d'autres structures qu'on a créées. J'étais amené à intervenir en Tunisie, au Maroc actuellement, on crée un centre. Je suis allé même chez les Palestiniens, l'Afrique noire bien sûr, Mali, Niger, Burkina Faso, etc. Et aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau souffle, c'est-à-dire repartir sur un nouveau souffle pour donner à l'agroécologie beaucoup plus d'envergure et la transformer véritablement comme l'authentique alternative crédible et fiable qu'elle est. Voilà. Bonsoir Pierre, je suis là-haut, tout en haut. D'abord merci de nous avoir tous réunis ce soir, j'espère que nous avons tous le même espoir que toi. Moi j'ai une petite question, j'avais jamais entendu parler d'agroécologie, mais moi je connaissais un peu plus la permaculture. Et ça me semble être assez similaire, puisque la même philosophie est de réunir au rang les hommes que les hommes à la terre. Qu'est-ce que tu en penses? Et ne crois-tu pas que toutes les associations qui ont cette forme de pensée devraient se fédérer pour être plus puissantes? Oui, bien entendu. Alors les méthodes, évidemment, changent en fonction des milieux. Il est très difficile au Sahel de pratiquer la permaculture parce qu'on a affaire à disons, des lieux où la végétation est est assez rare et demande même à être préservée parce qu'on contribue à désertifier. Donc on n'a pas la matière organique qu'il faut, etc. Et puis on est dans des échelles de surface importante. On n'est plus dans l'échelle d'un jardin où on pratique effectivement la permaculture, c'est-à-dire l'agriculture permanente avec une attention au sol et des pratiques qui permettent finalement de garder une dynamique productive à travers évidemment le recours à toute l'énergie microbienne, enfin toutes les techniques que l'on met en place pour donner de la vitalité à la terre. Donc je crois que chaque technique est adaptable et adaptée en prenant en compte les critères du milieu. Dans le critère sahélien, ça me paraît très difficile de pratiquer la permaculture compte tenu de la rareté de la matière organique. Donc on est obligé de procéder d'une autre façon. Mais tout ça relève du même souci, c'est-à-dire comment coopérer avec les énergies de la vie
sachant que ces énergies-là, ben, elles existent et qu'il faut apprendre à coopérer avec. Je voulais ajouter quand même en Australie, il y a quand même de grandes parties qui sont désertiques, dont ils ont sorti quand même des jardins extraordinaires. Oui. Donc, oui. c'est peut-être pas le même désert que le Sahara qui n'est que du sable, mais la terre du Red Center est quand même assez aride aussi. Alors, tout ça, il faut faire attention moi qui suis, on me dit poète, quand il s'agit de ces choses-là, je suis très réaliste. C'est-à-dire, on calcule ce que ça a coûté, comment ça a évolué, etc., etc. Et donc, moi, tant que je n'ai pas un bilan global sur comment on a abouti, quels sont les résultats et sur quelle base reposent ces résultats, des bases scientifiques rigoureuses, pondérables, etc., je ne suis ni critique ni pas critique, mais je demande à voir. Et quand j'ai vu et analysé, je peux à ce moment-là conclure, est-ce que c'est généralisable ou pas? Parce que il arrive qu'à un endroit, on dispose disons, de conditions favorables, et que ces conditions favorables permettent effectivement de faire une démonstration particulière, mais encore faut-il savoir, c'est dans quel contexte qu'on fait cela. Et dans les contextes désertiques, évidemment, il y a beaucoup d'éléments qui sont des éléments quand même à surmonter, qui ne sont pas toujours faciles. Donc moi je ne dis pas oui, non. Quand il s'agit de ces choses-là, je veux vraiment pondérer. Parce que sinon, les miracles comme ça, s'ils sont pondérés et qu'on voit vraiment qu'ils reposent sur une véritable libération à des coûts limités, accessibles au plus grand nombre, etc., je peux conclure c'est positif. Mais si c'est quelque chose qui nécessite une concentration de moyens pour obtenir un résultat et qu'on fait la balance entre l'investissement et la production, à ce moment-là, on peut dire que c'est applicable ou non applicable. Je voulais te remercier et te dire que je souhaite vivement faire un échange avec toi. J'irai dans le Sahara et tu iras dans le Red Center. Pardon ? Merci. Je te souhaite d'aller en Australie visiter le Red Center et moi j'irai au Sahara. Oui. Merci pour l'échange. Merci à toi. Alors c'est pas rejeter quoi que ce soit. Hein. Dans ces choses-là, il faut vraiment un très grand sérieux au plan, est-ce que c'est généralisable? Parce qu'il est arrivé qu'on fasse des démonstrations dans des conditions de riches, hein, de gens qui ont les moyens, et prétendre que cela est applicable chez des gens qui ont beaucoup moins de moyens. Et nous sommes partis évidemment sur les conditions les plus limitées. Et à partir de ces conditions limitées, qu'est-ce que nous pouvons faire pour générer de l'autonomie? Et l'agroécologie, en tout cas, telle qu'elle a été proposée au Burkina Faso, avec un président qui voulait l'entériner, la valider, avec des paysans contents de ce qui s'était passé, et nombreux, très nombreux. Donc là, on peut dire vraiment que je suis sûr de moi. Mais pour ce qui concerne des expériences, il m'est arrivé d'avoir des gens qui proposent des expériences miracles, mais quand on regarde, d'ailleurs c'est ce qui détruit aussi les paysans aujourd'hui, c'est-à-dire que l'agriculteur qui est devenu qui est rentré dans le système de mondialisation avec acheter de nouveaux tracteurs, agrandir les surfaces, pour travailler avec des engins de plus en plus sophistiqués et coûteux, a fait que les agriculteurs, la plupart du temps, les exploitants agricoles ont été la plupart perdants dans cette situation. Et encore, ils bénéficient de subventions, vous voyez. Donc, il faut faire très attention à qu'est-ce qui est généralisable par rapport à ce qui ne l'est pas et qui reste un épiphénomène. Bonsoir. Voilà, dans le cadre du développement durable, on fait pousser des panneaux solaires dans les champs en laissant paître des animaux en dessous. Vous m'avez mal entendu peut-être. Oui, en laissant paître des animaux en dessous. Paître des animaux en dessous? Voilà, sous les panneaux solaires. Oui. Est-ce que cela rentre dans votre conception du respect de la vie et plus généralement du vivant? À vrai dire, c'est la première fois que la question m'est posée, parce que
Pour être honnête, j'y ai pas réfléchi parce que je ne sais pas s'il y a des nuisances. Est-ce que ces panneaux solaires sont en quelque sorte source de nuisances? Auquel cas, il faut voir quelle nuisance. Est-ce que l'animal subit un préjudice auprès des panneaux solaires ou bien est-ce que tout ça reste neutre? Ça, je n'ai pas de réponse. Il faut donc demander peut-être à des gens qui ont une meilleure compétence que la mienne. Alors, on me demande de dire quel était le prénom que je portais avant de rentrer dans le christianisme. Voilà. Eh bien, je m'appelais Rabah. Voilà. C'est-à-dire, Rabbi, c'est Rabhi, c'est le gagnant. Non, c'est le victorieux. Et Rabah, c'est le gagnant. Donc, vous voyez, je sais pas ce que j'ai gagné, mais en tout cas, j'ai dû gagner quelque chose. Je ne sais pas quoi. Voilà, c'était ça. Et après, c'est devenu Pierre parce que par la voie du christianisme qui en fait m'a amené finalement à pas mal d'évolutions aussi. Oui. Et je ne peux pas prétendre aujourd'hui être inscrit comme chrétien dans le sens conventionnel du terme. Même si je reste fidèle au message christique que je considère comme extrêmement important, je ne m'inscris pas dans une quelconque organisation. Voilà. Bonsoir. Je voulais vous remercier pour tout ce qu'on a entendu, ce que j'ai entendu ce soir, qui est propre à me rendre heureuse. Et je voudrais repartir avec encore plus de bonheur, si c'était possible, et vous entendre sur un sujet qui me semblerait coller parfaitement avec tous ces thèmes que vous avez évoqués, qui est le réchauffement climatique, la disparition de la banquise, la disparition du sable aussi. Et je voudrais savoir si le petit colibri que je suis peut faire quelque chose là-dessus. Peut tenter. Je n'ai pas entendu la fin. Le petit colibri que je suis peut faire quelque chose là-dessus, sur ce qui est en train de se passer au niveau climatique. Oui. Ben, c'est évident qu'aujourd'hui, disons globalement, il y a des phénomènes qui sont de plus en plus, qui étaient considérés comme des phénomènes un petit peu anodins et sans importance. Et petit à petit, les scientifiques, enfin les gens qui ont l'autorité pour cela, commence à donner à ces phénomènes, disons, un caractère beaucoup plus sérieux qu'on ne l'a fait jusqu'à maintenant. On voit bien la fonte des glaces, on voit bien toutes sortes de modifications climatiques planétaires qui sont quand même assez sérieuses, quoi. Alors maintenant, est-ce que c'est cyclique, les choses vont revenir finalement parce que la Terre passe par des cycles? Est-ce que c'est cyclique? Est-ce que c'est réellement une évolution qui va durer? Il semblerait que quand même les agissements humains, les comportements humains, nous continuons à polluer, nous continuons à envoyer dans l'atmosphère des gaz qui ne sont pas du tout les bienvenus. Donc le comportement humain global avec l'évolution de l'humanité vers cette modernité qui a recours de plus en plus à des énergies, à la combustion d'une façon générale et à toutes les nuisances que l'on sait, c'est en train d'évoluer dans ce sens-là. Maintenant, donc il y a nécessité peut-être de repenser les choses et ça pose un problème de société. C'est-à-dire que si nous sommes en inadéquation, notre vie et notre comportement sont en inadéquation avec les critères qui entretiennent la vie, il est certain que nous avons à réfléchir sur voulons-nous vivre ou disparaître. Et cette question-là doit se poser au plan international. Alors de temps en temps, il y a le GIEC, il y a ceci et cela. Mais en fait, c'est du pipeau tout ça. C'est du pipeau.
Moi, je dirais que l'écologie, ça devrait être le premier élément. Il ne devrait pas y avoir seulement... Je suis très reconnaissant à ceux qui ont créé des partis écologiques, mais l'écologie concerne tout le monde. Donc, elle devrait être en quelque sorte le chapeau qui met en évidence les critères de survie de l'humanité. Et à partir du moment où ça met en évidence les critères de survie de l'humanité, ça concerne tout le monde et tous les gouvernements. Aujourd'hui, on est dans... mettons en route un système de profit industriel, etc. Et puis ajoutons un petit peu d'écologie pour avoir l'air quand même un peu dans l'écologie. Mon ami Nicolas Hulot est désespéré parfois par ces choses-là. Donc aujourd'hui, l'humanité doit prendre conscience de son inconscience et doit clairement, lucidement, intelligemment comprendre qu'on ne peut pas transgresser les règles fondamentales de la survie et prétendre survivre. C'est impossible. Donc devenons intelligents. Et le problème, je prétends pas moi être la lumière, ou l'intelligence, mais je prétends que nous n'avons pas une vision intelligente sur les réalités. Et il est certain que nous sommes nous-mêmes physiologiquement, physiquement, des représentants de cet ordre-là qu'on appelle la vie, que nous sommes reliés à la vie, et on ne peut pas prétendre agresser, détruire la vie et vivre. C'est impossible. Donc à partir de là, à bon entendeur, salut. Et il faut que les politiques élèvent leur conscience suffisamment grâce à un peuple dont l'esprit aura muté vers une forme d'élévation et de conscience, de façon à ce qu'on perçoive, on organise le futur sur des critères qui prennent en compte ce qui ne peut être relégué, à savoir pas de nature, pas d'être humain. Et eau polluée, destruction, forêt disparue, faune disparue, sous le prétexte de l'économie, eh bien tout ça aboutit à un suicide. Donc c'est un suicide réel dans lequel nous sommes engagés, et c'est pour ça que l'humanité doit réfléchir, non pas de temps en temps une petite réunion du GIEC avec des rapports qui ne donnent rien, c'est de la blague tout ça. Il faut aujourd'hui que l'humanité, je parle rarement de prise de conscience parce que ça me rappelle l'électricité, mais l'élévation de la conscience. Et je pense que l'élévation de la conscience à partir de l'éducation des enfants déjà, apprendre aux enfants à se respecter mutuellement, à respecter la vie, etc. Et on fait s'élever des générations qui seront respectueuses de la vie. Et de toute façon, si on ne respecte pas la vie nous éradiquera. Donc, à bon entendeur, salut. Voilà. Et si on n'a pas compris ça, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Voilà. Je pense que à travers la question de Madame, il y avait est-ce qu'à chacun on peut faire quelque chose en tant que colibri. Je pense que Pierre, t'en es le premier persuadé. Voilà. La dernière question, je te laisse parler du colibri et de te poser aussi une dernière question qui m'a été soufflée avant de remercier toutes les personnes qui ont pu venir ce soir et qui se sont déplacées pour pouvoir écouter Pierre. Comment penses-tu ou est-ce que l'agroécologie peut nourrir les milliards de personnes qui vont s'ajouter à tous les êtres humains présents actuellement sur la planète Terre? Là, je suis absolument affirmatif. C'est la seule qui peut nourrir l'humanité. Pourquoi? Parce qu'elle part du principe de prendre l'énergie de la vie elle-même. C'est pas amener des sacs d'engrais qu'on répand dans les sols, qu'on détruit les sols, etc. C'est-à-dire l'agroécologie est la reconnexion intelligente, sensible, lucide aux énergies de la vie. Je reviens à un témoignage entre la terre comme nous l'avons eue quand nous avons acheté notre lieu et ce qu'elle est devenue la nuit et le jour. Une fertilité absolument incroyable alors qu'on était parti sur l'aridité, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle la garrigue sèche. Et bien cette garrigue sèche, vous soignez cette terre, vous amenez tous les ans, vous amenez de la matière organique fermentée, c'est-à-dire compostée, vous amenez un concentré de bactéries qui vont travailler pour vous jour et nuit sans faire grève ni demander d'augmentation.
et qui vont travailler cette terre. Vous allez voir proliférer les vers de terre alors qu'il n'y en avait pas, tout d'un coup ça se multiplie. Ces vers de terre aussi n'ont pas de syndicat, ils travaillent toute nuit et jour, sans rien demander. Ils vous font ce qu'on appelle ces tirukiles, ils aèrent la terre, ils brassent tout ça. Et vous avez un cheptel extraordinaire qui travaille à créer de la fertilité. Mais à la condition de nourrir la terre, non pas avec des poisons que l'on met dans la terre, mais en s'inspirant de l'intelligence et du génie de la vie elle-même, qui ne nous a pas attendu. Ça fait des milliards d'années que la vie, à la limite, je me demande si nous ne sommes pas un accident de l'histoire, parce que finalement, la Terre n'a pas eu besoin de nous pendant des milliards d'années. Alors comment a-t-elle fait? Eh bien, elle a déployé des stratagèmes, elle a mis en place tous des processus de rénovation, des processus de régénérescence pour que la vie puisse toujours vivre. Voyez. Et donc, à partir du moment où l'agroécologie s'inspirant de cela, eh qu'est-ce que fait? Je peux en témoigner. On prend une terre médiocre et puis à force de la travailler, elle devient fertile. Voilà. Et ça, je peux en témoigner véritablement entre la terre telle que je l'ai eue et telle qu'elle est devenue. Donc, si tout l'ensemble de l'humanité faisait pareil, eh bien, on serait dans une harmonie intelligente et consciente avec les énergies de la vie. Pour le moment, on est hors de ce scénario, puisqu'on se croit tellement malin qu'on amène des artifices, et ces artifices tuent la Terre, et donc il faut véritablement devenir intelligent.